Bonjour Amélie. Bonjour Bénédicte. Alors aujourd'hui tu es à Montligeon pour la journée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? Oui, je viens d'une fratrie de 6 enfants. J'ai un petit frère qui s'appelle Dominique qui est décédé il y a maintenant 8 ans et demi dans un accident de voiture familial. Donc il y avait 3 personnes de ma famille. Et voilà, Montligeon ça me parle effectivement à ce titre-là parce que voilà, c'est un endroit où on prie pour les personnes qui nous ont quittés, qui sont décédées. Dominique, c'était le dernier de la fratrie, je suis l'aînée, on a 13 ans d'écart. Du coup, il y a 4 frères et sœurs entre nous deux. C'est un petit frère du coup qui est né quand j'avais 13 ans, j'étais assez grande, je m'en suis beaucoup occupée. Un peu comme une petite maman, clairement. C'était aussi un petit frère qui me ressemblait beaucoup dans ses activités. Il était très engagé. Il était scout, il était pompier volontaire. Je me reconnaissais dans Dominique, Dominique se reconnaissait en moi. Et effectivement, il y avait des liens un peu plus forts avec lui. Comme j'étais partie, que chez nous, il n'y avait pas une chambre par personne, j'avais laissé ma chambre pour quelqu'un qui est resté. Et du coup, je partageais ma chambre avec Dominique. Donc c'était le petit frère que je retrouvais le week-end. Voilà, j'avais 18 ans, il en avait 5. Et puis à la fin, on avait le mode actuel, c'est-à-dire les textos, les appels. Il était en prépa la dernière année de sa vie. Et donc il est en prépa, et en première année de prépa? Première année de prépa, oui. Et que se passe-t-il? On fête Noël en 2015 chez notre grand-mère avec les frères et sœurs qui n'ont pas de belle famille, donc ceux qui ne sont pas mariés. Et le projet, c'était de se retrouver quelques jours après Noël chez nos parents, dans le nord de la France. Donc il fallait rentrer. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, moi je vais rester chez ma grand-mère quelques jours de plus. Je vais rentrer en train après. Et ma maman, mon papa et Mélisse et Dominique repartent en voiture le 27 décembre du coup. Et voilà. Ma maman va être laissée sur la route pour aider ma sœur et puis en fin d'après-midi, il y a un accident de voiture et Dominique va mourir sur le coup et Maëlys et papa sont nés l'un en réanimation et l'autre à l'hôpital. Voilà, moi je sais rien à ce moment-là et en fait je vais être sur internet à 10 h du soir, je suis sur internet et je vois au-dessus de la photo de mon petit frère RIP sur Facebook. Alors que je commençais un petit peu à m'inquiéter. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup il y a cette mention-là au-dessus de la photo de mon frère. On avait perdu un neveu quelques mois avant et du coup, voilà, je me suis dit, il y a quelque chose. J'étais dans le déni, en fait, je me suis dit, c'est pas pour lui, en fait, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, très concrètement, il était pompier volontaire, il avait sa tenue dans la voiture. Et en fait, du coup, ça a circulé dans les systèmes de secours. Et on a dû appeler sa caserne et voilà. Donc en fait, ses collègues pompiers de l'époque ont été au courant. Et il y en a un qui était jeune sapeur, qui était mineur, qui ne s'est pas rendu compte en fait. Et du coup, il a mis ce message. Et ça, je vais comprendre que c'est vrai à peu près 10 minutes après, où ma mère m'appelle à une heure forcément hyper tardive. Et là, je découvre que c'est vrai. Et du coup, j'ai ma maman au téléphone qui me dit voilà, ton petit frère est mort, papa et Maëlys sont à l'hôpital et on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas dans quel état ils sont. On ne sait rien en fait. Et toi, tu es loin? Moi, je suis loin, je suis avec ma grand-mère et ce qu'il faut savoir, c'est que ma grand-mère, elle a perdu son frère qui la suivait, famille de 15 enfants. Elle a perdu son petit frère et du coup, moi, je vais lui annoncer qu'elle a perdu un petit-fils. Et là, je suis en fait, à ce moment-là, je comprends plus rien. En fait, je suis dans une agitation. Je vais voir ma grand-mère qui dort à moitié parce qu'il est tard. Je lui balance vraiment. Enfin, je lui balance une bombe. Dominique est mort. Je sais même pas comment il faut le dire en fait. Je comprends rien.
Et je suis hyper agitée. Je sais que du coup, il faut que je regarde le prochain train, le premier train du lendemain. Il faut que parce que du coup, l'objectif, c'est de retrouver maman le plus vite possible à Lyon avec ma sœur, une de mes sœurs. Et en fait, c'est terrible. On n'a pas du tout les mots. On ne sait pas quoi faire. Je suis vraiment émotionnellement, c'est une espèce de, c'est ça, d'incompréhension. On a envie que son cœur s'en aille, on a envie de fuir, enfin voilà, il y a quelque chose d'insoutenable en fait dans cette annonce. Et du coup, je vais quand même avoir un réflexe. Je vais prendre mon téléphone et puis je me dis mais en fait il faut que je le dise, en fait, il faut que je l'annonce. J'ai besoin des autres en fait. J'ai besoin de leur soutien. J'ai besoin de sentir qu'il y a des gens autour de moi. Là, je suis toute seule chez ma grand-mère. Et en fait, je vais envoyer un message, un texto à quelques amis, et puis je vais avoir mon téléphone qui va me renvoyer en fait tous les messages de soutien. Et ça va te faire du bien. Ça va me faire du bien parce que je sais que les autres sont là en fait, qui savent et que voilà. Et puis ils vont le dire aux autres. Et enfin bref, il va y avoir quelque chose qui. Il y a des gens qui vont prier pour nous ou penser à nous, si en fonction de leur foi. Mais en tout cas. Voilà, et j'ai un besoin en fait de sentir la communion en fait. C'est déjà un peu d'une certaine manière une espèce de consolation, mais entre quelque chose qui serre. On a envie d'être serré dans les bras quand on nous annonce quelque chose de terrible, et en fait quand on est seul dans sa chambre, on cherche des choses pour arriver au même résultat, mais avec la distance. C'est vraiment ça. Et voilà. Et du coup, je vais finir par me coucher après avoir fait ma valise et la va-vite et pris mon billet de train. Et les réseaux sociaux, c'est l'horreur en fait. J'arrête pas de le dire, mais je continue à le dire, qu'en fait, quand on apprend la mort de quelqu'un sur un réseau social, c'est horrible. En fait, la première chose à faire quand quelqu'un est confronté à ce choc-là, c'est de s'assurer que sa famille est au courant, que ses amis sont au courant, avant de mettre des messages de soutien à la vue de tous et de toutes, quoi. Là, pour le coup, c'est pas aider les gens que dans l'immédiateté, parce que du coup, on a des cousins aussi qui auraient pu l'apprendre comme ça. Voilà, donc il faut attendre. Il faut attendre d'être sûr que l'environnement proche est au courant avant de l'annoncer à la vue du public. Voilà. Donc le lendemain matin, tu te réveilles, tu pars et tu rejoins ta maman au plus vite. Je rejoins ma maman et ma sœur qui sont à Lyon, parce qu'il y avait un déménagement au milieu de tout ça, qui était prévu pour ma sœur. Et on va partir toutes les trois. Quand même. Alors, elles ont su, maman a su entre-temps, effectivement, où était papa et où était Dominique, et où était Maëlys, les trois. Et donc, on apprend effectivement qu'ils sont à 2 endroits différents. Il y a 100 km d'écart entre les deux villes. Il y en a un des deux qui a dû être envoyé en réanimation. Et du coup, pas dans l'hôpital le plus proche, parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour lui. Et du coup, on va se retrouver dans un hôtel avec les frères et sœurs le soir, parce que mon frère nous a rejoints, ma sœur et mon beau-frère aussi. Voilà, après avoir vu papa et Maëlys être passés à la morgue entre-temps. J'ai des souvenirs des flashs assez forts de cette journée-là, parce que du coup, on va déjà voir notre petite sœur. On peut la voir que les uns après les autres, parce que du coup elle est en réanimation. Mais on va nous permettre toutes les trois de la voir, parce qu'on y va avec maman, et Bénédicte et moi. Et elle est consciente, elle est comme en réanimation, il y en a partout. Il y a des fils partout, des trucs qui bipent partout. Et moi je suis beau avoir une expérience du milieu du soin et d'avoir fait des études d'infirmière, voilà. Quand on a quelqu'un qu'on aime dans ce lit-là, c'est pas la même chose que quand on soigne.
Voilà, et ça dure 2 minutes, on n'a pas le temps de se dire grand chose, juste de dire qu'on s'aime. Et puis voilà, on est vraiment dans l'essentiel. Mais bon, on sait qu'elle n'est plus en urgence vitale et qu'elle va être surveillée, mais voilà. Après, on va faire 100 km, retrouver notre papa qui est tout cabossé et puis très touché par la mort de son fils. Voilà. Et puis face à ça, il y a ma maman qui gère tout. Et moi, je suis l'aînée. Et du coup, je prends ma petite tenue d'aide de camp. Et puis en avant. C'est très instinctif chez moi. Et en même temps, c'est très dur parce que je suis pas prête pour ça en fait. Je sais faire, mais en fait, être face à quelqu'un qui est en train de régler des problèmes logistiques et administratifs, parce qu'en fait, ça, on ne sait pas trop quand on n'y a pas été confronté. C'est que dans ces moments-là, il faut gérer les assurances et machin. Il faut passer des coups de fil pour dire aux gens rayer mon enfant de la liste. Et ça. Ça, c'est toi qui vas le faire? Non, c'est ma maman qui le fait. Non, moi, je ne l'ai pas fait. Mais je suis pas loin, en fait. Je suis dans la pièce d'à côté, ou dans la même pièce sur les moments. Voilà. Et puis après, voilà, ça c'est la première journée. Et puis il y a la dernière partie qui est effectivement d'aller voir Dominique à la morgue. Alors, il est du coup dans une société de pompes funèbres. Donc moi, j'ai jamais passé la porte de ce genre d'endroit. Et je pense que secrètement, inconsciemment, j'ai envie de voir mon frère. J'ai envie de le voir. Pour être sûre que c'est vrai. En fait, je n'y crois pas du tout. Il a beau se passer tout ce qui se passe, je n'y crois pas du tout. Pour moi. On a une conversation un peu particulière parce qu'il y a des délais. Ça, c'est aussi fait partie des joies de l'administratif. Il y a des délais pour veiller un corps. Pour l'inhumer, etc. Tout ça, c'est les joies de la gestion de la mort au niveau légal. Il y a sûrement des raisons, des vraies raisons, mais en tout cas, il y a ça. Et du coup, on nous dit, il faut, dans 2 heures, s'il n'est pas parti dans 2 heures, vous ne pouvez pas le veiller. Et ça, ma maman tenait absolument à ce qu'on le veille. Et là, on se dit, ok, comment on fait ? Et en fait, on a une personne en face de nous qui va tout faire. Et en fait, on va partir. Et elle va nous dire, c'est bon. Quelques minutes après, elle va nous rappeler en nous disant qu'elle fait le nécessaire et qu'il va partir. Et du coup, moi, je ressors de là, de cette conversation, en me disant, génial, mon frère rentre à la maison. Je suis complètement dans le déni, en fait. Je suis joyeuse de me dire que je vais retrouver mon frère à la maison. On est dans un système très particulier quand même. Et en même temps, c'est juste une réaction de défense pure et dure. Mais effectivement, grâce à ça, on a pu le veiller. Chacun comme il le souhaitait, mais on a pu le veiller. Il était chez vous et puis Non, il était dans les services. Oui, mais chacun pouvait y aller, les amis, la famille. Ouais. Et pourquoi c'est important ? Alors, je dirais que pour moi, je fais partie des gens qui ont beaucoup de mal avec la veille, très concrètement. Mais j'ai eu besoin de voir mon frère pour me dire il est vraiment mort. Donc j'avais besoin d'avoir cette image-là. Je sais que dans ma famille, il y a des gens qui l'ont vécu cette veille en y allant tous les jours, parce qu'ils avaient besoin d'y aller tous les jours, de passer du temps, etc. Il y a des copains qui sont allés aussi passer des heures à côté de lui, et c'est maman qui me racontait ça, parce qu'elle y allait plus que nous. Ils se racontaient des blagues, ils s'asseyaient à côté, ils se racontaient des blagues, et les aventures de Dominique, et ce qu'ils avaient partagé avec lui, juste à côté de son corps, en fait. Ça a été un lieu de vie, en fait, cette chambre où il était pendant ces quelques jours. Voilà. Et puis en fonction des personnes, je sais qu'il y en a qui ne sont pas allés le voir parce qu'ils ne voulaient pas. Nos nièces qui étaient toutes petites ont demandé à aller les voir. Et on les a emmenées.
Elles ont posé toutes leurs questions, mais voilà. Enfin, mais je pense que ça, c'est une chance d'être dans une famille comme la nôtre, parce que je sais que y a cette proposition, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas le deuil parce qu'ils n'ont pas cette chance de pouvoir aller voir le corps de la personne qu'ils aimaient. Voilà. Mais à côté de ça, ça reste quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de gens. Donc, entre proposer et obliger, c'est très différent en fait. Et toi, du coup, ça t'aide à lui dire adieu, à réaliser, à lui dire des choses que tu lui as jamais dites ou... Alors moi, ça m'a aidé à lui dire, à conscientiser. Mais par contre, lui parler, non. Moi, je me suis beaucoup assise à côté de sa tombe. Je lui ai beaucoup parlé à côté de sa tombe. Et aussi, je lui ai beaucoup parlé les premières années en direct. De toute façon, je considérais qu'il n'était pas très loin. Que ma foi faisait qu'il était même proche. Et que il était tout à fait en mesure d'écouter ce que j'avais à lui dire. Sans que je sois à un endroit particulier pour ça. Reste qu'on est humain et qu'il y a des endroits effectivement qui sont un peu, ça fait partie un peu du rituel, et que on en a besoin aussi de ça, de quelque chose qui soit un peu réservé. En tout cas, c'est ce que je pense profondément, c'est qu'il manque pour beaucoup de gens cette place justement un endroit ou quelque chose qu'ils font régulièrement, en tout cas pendant certaines étapes de leur deuil. Pour pouvoir justement, j'ai envie de dire finir le chemin, même si c'est pas une fin comme à l'échelle humaine, mais en tout cas retrouver la paix. Tu as dit qu'au départ, après la mort de ton frère, tu lui parles beaucoup. Peu importe le lieu, mais il y a des lieux qui sont plus favorables à cela. Et tu dis pendant quelques années. Est-ce que ça veut dire qu'après, c'est plus difficile? Il y a le moment du choc qui est très dur, mais effectivement, j'ai vécu comme beaucoup de gens qui sont en deuil, une grosse période de déni, et puis après des grosses périodes de colère, etc. Dans la période de déni, en fait, on fait comme s'il était encore là. Et concrètement, moi, je ne vivais plus avec lui depuis plusieurs années, donc c'était entre guillemets même presque facile de le faire, parce que finalement, je l'avais pas dans mon quotidien tous les jours. Et ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de jeunes qui traversent le deuil, c'est que en fait, le frère ou la sœur qui décède, qui meurt, en fait, il fait partie du quotidien. Donc l'absence est encore plus prégnante. Reste qu'effectivement, la douleur a duré très longtemps, et les premières années, c'était constant. Et puis après, effectivement, ça s'est mué en quelque chose de cyclique. C'est pas de la dépression, parce que la dépression, c'est vraiment une maladie, mais en tout cas, j'avais des baisses de régime très régulières avec des échéances de plus en plus longues. Mais on parle d'années, bien sûr. Et ça, c'est difficile dans notre société à comprendre, parce que finalement, les gens se rendent pas tellement compte de la notion du temps quand on est en deuil, pour ceux qui le traversent. Très concrètement, on est souvent très entouré au moment du choc, s'il y a choc, ou du décès en tant que tel. On est entouré pour les enterrements, etc. Mais une fois que ça s'est passé, en fait, moi, au bout de 3 mois, les gens me disaient « Bon, allez, maintenant, passe à la suite ». Et les injonctions sont très fortes en plus quand on est jeune, parce que qu'on ait 30 ans, même 20 ans, etc., on est dans des phases de nos vies où on est censé construire, on est censé fonder une famille, on est censé se lancer dans la vie, voyager, être enthousiaste, être fort, etc. On n'a pas le droit à cette vulnérabilité, on n'a pas le droit à cette épreuve. Et du coup, en fait, on est prié de rentrer dans le rang assez rapidement. Alors qu'en fait, en général, on commence vraiment notre deuil, c'est ce que moi j'ai mis 3 mois.
Je sais très bien à quel moment je l'ai commencé, au bout de 3 mois. Mais en ayant lu après derrière sur le sujet, ça peut être beaucoup plus long pour certains. Donc, c'est pas une histoire de semaines et de jours, c'est une histoire d'années. Et il y a des gens qui mettent des décennies aussi. S'ils n'ont pas l'entourage, qu'ils n'ont pas la place pour l'exprimer, etc. Voilà, c'est une réalité. Est-ce que le fait que ça soit un frère et pas un père ou une mère, par exemple, ça, pour les gens, ils se disent peut-être que ça devrait aller plus vite, quoi. Non ? Oui, ça c'est une réalité. Et en fait, c'est quand même un vrai deuil. Alors, c'est un vrai deuil et ça c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce qu'effectivement, quand on est un frère ou une sœur, on a tous eu cette expérience-là d'avoir la première réaction des gens, c'est comment va ta maman ou comment vont tes parents. Et quand on dit ça à quelqu'un sans avoir pris de ses nouvelles avant et sans lui avoir demandé à lui-même comment qu'il va, on hiérarchise sa souffrance. On la met plus bas. Alors qu'en fait, les parents souffrent énormément et les enfants souffrent énormément en fait. Et s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas comparer, c'est la souffrance en fait. Et la souffrance de quelqu'un ne se compare pas, c'est la souffrance d'un autre. Quand on perd un frère ou une sœur, on fait le deuil d'un lien qu'on avait avec lui. Et on a beau être 1, 2, 3, 4, 5, 10 dans la fratrie, chacun fait le deuil de son lien avec ce frère ou cette sœur. Frère et cette sœur-là, pardon. Donc c'est un deuil unique, comme tous les deuils. Il y a d'autres enjeux qui sont ceux du déséquilibre. Dominique, il avait une place, il avait un rôle, entre guillemets, dans la famille. Il apportait quelque chose d'unique, sa joie de vivre. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'il apportait lui et pas les autres. Donc, une fois que Dominique n'est plus là, et c'est le cas de tous les frères et sœurs qui décèdent, c'est qu'il y a un manque, en fait, il y a un déséquilibre dans la fratrie qu'il faut retrouver. Et ça prend des années, et parfois on ne le retrouve pas. On est bancal, en fait, en fratrie. Et il y a un dernier aspect qui est parfois les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand on est enfant, on a des parents et des parents qui souffrent dans cette situation-là. Et dans certaines familles, les parents ne reconnaissent pas la souffrance de leurs enfants. C'est conscient ou inconscient, hein, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais voilà. Moi, mes parents, j'ai eu la chance, c'est que nos parents nous reconnaissaient qu'on souffrait. Mais je sais pour avoir échangé sur le sujet avec plusieurs personnes qui étaient concernées, qu'il y a des fratries où les parents ignorent la souffrance des enfants. Et puis il y a un autre aspect qui est que quand tout le monde souffre, on n'a pas envie de rajouter des souffrances à l'autre. Et du coup on se tait. On ne dit pas j'ai mal. Ou il y en a un qui prend de la place parce qu'il a une manière d'exprimer sa douleur qui est plus extravertie, donc il va pleurer, donc il va être plutôt dans l'agitation. Et on peut avoir tendance à se dire, en fait, j'ai pas de place pour m'exprimer, je peux pas dire parce que si je dis, l'autre va souffrir encore plus et moi je l'aime trop. En tout cas, je veux pas lui faire de mal. Et ça c'est valable même quand on vit plus avec ses parents et ses frères et sœurs. Hein. Et un peu à tout âge. Mais cette notion de je tais parce que c'est trop dur et que je veux pas faire mal. Et du coup, voilà, il faut avoir des espaces où s'exprimer à l'extérieur de la famille. Ah oui, il ne faut pas forcément le faire dans le cercle familial, mais en tout cas à l'extérieur, il faut pouvoir dire sa souffrance, sa douleur. Oui. En fait, je pense que les deux, pour moi, de mon expérience et des échanges, ce qui est le plus difficile, c'est la solitude, qui n'est pas forcément visible, mais qui est ressentie intérieure, l'isolement intérieur. Et toute cette interdiction de dire. Parce que la douleur, ça fait peur, la souffrance, ça fait peur. Et on est dans une société où on ne nous apprend pas à l'écoute, on ne nous apprend pas l'empathie. Et en fait, quand on est confronté à quelqu'un qui est en face de nous et qui a mal, on a peur d'être contaminé par sa douleur.
d'être contaminé par sa souffrance. Et alors que finalement, il y a des choses qu'on peut faire. On pourrait apprendre tous à écouter aussi et à consoler. C'est pas réservé aux grands pontes, aux psychologues. Et voilà, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous manque aujourd'hui dans notre société. Et puis effectivement, comme on ne parle pas de la mort et que ça reste très 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 tabou, bah, en fait ça fait partie des choses, on met un petit voile dessus, hop, on le glisse sous le tapis, et puis ça ressort quelque part dans la vie de la personne concernée, puissance 10 000, en version maladie, cancer, etc. Ou d'autres, parce qu'on ne s'en est pas occupé et qu'on n'a pas laissé s'exprimer justement ce manque, cette douleur qui est réelle. Quand je parle de l'espace extérieur à la famille pour s'exprimer, pour moi c'est essentiel. Je le disais effectivement, quand on est dans une fratrie ou dans une famille de manière plus générale, les personnes souffrent toutes, quelle soit leur place dans la famille. Et en fait, on a peur de dire certaines choses qui nous choquent. On a peur de dire qu'on ne supporte pas les pleurs de l'un ou qu'on est choqué parce que telle personne semble ne pas avoir d'émotion et ne pas être triste. On pose des jugements sur les autres qui sont tout à fait naturels et qui nous renvoient à notre propre souffrance. Et en fait, avoir à l'extérieur quelqu'un qui puisse nous aider, qui soit neutre. Donc je parle d'un thérapeute, je parle d'un psychologue qui soit formé pour ça, et ben ça permet effectivement d'exprimer les choses qui font mal à l'intérieur de la famille, mais qui sont essentielles de dire. Voilà, on est dans un milieu, on a tendance aussi à dire va en parler à un prêtre, à une sœur, mais en fait tous nos prêtres ne sont pas formés à accompagner ce genre d'épreuves. Voilà. Et en fait, on peut aller voir les deux, mais n'allons pas voir des prêtres pour leur poser des questions qui sont des questions humaines et psychologiques, auxquelles ils ne sont pas formés. C'est les mettre en difficulté et c'est aussi se mettre soi-même en difficulté. Et je sais que c'est difficile à entendre, mais vraiment, il faut oser aller déposer certaines choses dans un cadre professionnel. Avec des personnes qui ont les capacités d'entendre les choses et oser le faire, vraiment. Et oui, les frères et sœurs souffrent et en fait, quand on a une famille endeuillée en face de soi, instinctivement, effectivement, on pense aux parents, mais il faut penser aux enfants. Il ne faut jamais oublier les enfants. Les enfants, c'est gravé dans leur cœur, ils vont traîner ça toute leur vie et ça va ressortir potentiellement quand ils auront des enfants. Ils auront des questions. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, quoi. Tu disais que la relation avec ton frère a évolué quand même au fil des années. Comment tu pourrais la qualifier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je dirais qu'elle est paisible. De temps en temps, je lui adresse quelques mots. Mais c'était il y a un an, un peu plus d'un an, il y a eu un moment où je lui ai fait une prière un peu, ça peut paraître très étonnant, mais c'est le fruit d'un cheminement très long. Je lui ai dit, écoute Dominique, tu peux partir maintenant. En fait, j'accepte que tu ne sois plus là et que tu ne sois plus vivant et qu'on ne partagera pas la suite sur la terre ensemble. En fait, c'était un peu ça. Tu seras là d'une certaine manière, mais en fait, on ne partagera pas les choses ensemble sur la terre. Et du coup, ça a été l'aboutissement de toutes ces étapes. Et ça fait qu'aujourd'hui, je peux en parler aussi. J'en aurais pas parlé de cette manière-là il y a quelques années, et même peut-être il y a quelques mois. Voilà, c'est paisible. On est dans une famille où on peut prononcer le nom de notre frère, où il y a des photos, où on peut en parler. Donc ça ne veut pas dire que c'est le sujet principal de nos rencontres. Mais ça veut dire qu'il n'est pas... on n'a pas un deuil tabou de notre frère. Et ça aussi, c'est une chance, parce que ce n'est pas le cas de plein de familles.
D'ailleurs, quel que soit le deuil, hein, ça peut être aussi avec des parents, ou des grands-parents, des oncles et tantes. Enfin, il y a ce côté tabou, plein de familles le vivent et en souffrent. Mais ouais, elle est paisible, ma relation avec Dom. Ouais. Et donc il fait quand même bien partie de la famille. Vous Oui. l'évoquez, vous... Oui, il y a une question qui a été longtemps très difficile. C'est combien tu as de frères et sœurs? Et cette question-là a été crucifiante. Vraiment, la première année, j'ai un souvenir terrible. J'étais à Paris-le-Monial, je faisais une session jeune. Et en fait, quand on n'a pas encore de famille, on nous demande combien on a de frères et sœurs. On se rapporte à notre famille, parents et fratrie. Et le problème, c'est que je suis l'aîné et que Dominique est le dernier. Donc, quel que soit le sens, il y a un moment, voilà. Et du coup, je me rappelle très bien de la première fois, on m'a dit combien de frères et sœurs tu as. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis? Et alors là, je vais pourrir l'ambiance, clairement. Ou est-ce que je le tais? Parce que comme ça, voilà, je serai tranquille, personne ne viendra me poser des questions. Et puis voilà, je laisserai tout le monde dans la joie. Et en fait, à ce moment-là, j'étais incapable de le dire. Je pense que je le disais dans la souffrance, en fait. Mais c'est normal, j'avais quelques mois de deuil dans les pattes. C'était rien, en fait. C'était trop vif. Et du coup, voilà, j'ai annoncé, on est 6, et puis Dominique est au ciel. Il y a eu un blanc. Ça casse l'ambiance. Voilà, je pense que j'ai appris à le dire peut-être plus posément maintenant, parce que quand je le dis, c'est pris différemment. Peut-être qu'aussi mes mots sont moins empreints de lourdeur ou de gravité, parce que j'ai compris, appréhendé et fait moi-même cette expérience. Mais reste que j'ai jamais été capable de dire on est 5 en fait. Parce que Dominique, il fait partie de la famille. Il a vécu un bout de notre vie avec nous sur cette terre. Il est... il a fait partie de nos jeux, il a fait partie de nos vacances. Enfin, voilà, c'est pas... je peux pas nier sa présence et je peux pas nier son histoire, qui est la mienne en fait. On l'a partagé tous les 2 et tous les 8 avec lui. Voilà. Et puis après, un sujet aussi que je n'ai pas évoqué du tout jusque-là, mais il y a la fratrie, puis il y a les amis. Quand on a 18 ans, qu'on perd un ami qui a le même âge, et en fait, il y a un deuil à faire qui peut être très très difficile, très douloureux, et qui est un peu différent certes, mais qui est aussi terrible parce qu'on a les mêmes injonctions que tous les autres jeunes et on a les mêmes difficultés d'exprimer son deuil, ça c'est clair. Donc il faut faire attention. Et ce qui a été très beau, et je sais que dans certaines autres familles ça a été aussi le cas, c'est que y a le noyau d'amis proches qui pendant plusieurs années venaient une fois par an déjeuner avec les parents. Voilà, se poser autour d'une table, et puis voilà, je sais pas quelles étaient les conversations, j'ai jamais été là, mais en tout cas il y avait cet échange, ils ont gardé un lien, et puis on a encore des liens avec eux, et les parents ont des liens avec eux. Donc ça c'est chouette. Est-ce que tu t'es demandé parfois où il est maintenant? Non. En fait, il y a certaines questions que je ne me suis pas posées. Parce que je pense que j'aurais pas de réponse. Le concept du ciel, c'est... Je pense que ça sert à rien d'imaginer quelque chose, en fait, on verra, mais pour moi, il est là, quoi. Enfin, un peu étrange de dire ça comme ça, mais non, où il est... J'avoue que j'ai passé une porte sainte pour lui il y a quelques années. C'est-à-dire, tu peux expliquer? Oui, en fait, alors, j'espère que
les gens qui sont forts en tout ce qui est dogmatique n'en voudront pas. Mais la démarche, en fait, quand il y a une année sainte qui est proclamée par le pape dans certains endroits. Je pense qu'à Montlégion, ça doit être le cas. Il y a une porte sainte, on peut passer une porte sainte. Et en fait, on fait une démarche de foi où on va aller à la messe, se confesser. Et j'espère ne pas dire de bêtises, je crois que c'est tout. Et s'engager pour prier pour les... Prier aux intentions du Saint-Père. Voilà. Et du coup, on peut faire passer cette porte sainte. Du coup, le résultat concret pour la personne, c'est d'avoir l'indulgence plénière. Et on peut la passer pour soi-même et on peut aussi la passer pour quelqu'un. Et voilà, je pense que c'est le dernier acte de grande sœur que j'ai fait pour mon petit frère. C'était ce passage de porte sainte, qui a été aussi une libération pour moi à ce moment-là. Mais pourquoi une libération? Parce que c'est là que mon deuil a commencé. Ouais, ce passage-là, ça a été mon dernier acte de grande sœur pour Dominique. Et aujourd'hui, tu disais que tu accompagnais des personnes? Alors, je suis en train de me former. Je suis en train de mettre le sceau de la professionnalisation sur mon expérience pour pouvoir effectivement utiliser mes compétences de coach, mais plus pour accompagner des personnes qui ont traversé des épreuves. Alors ce sera le deuil, ou en tout cas ce sera les épreuves. Et Dieu dans tout ça? Alors Dieu il est partout et il a été... j'ai été très très en colère contre lui. Je lui ai jamais posé la question de pourquoi, parce que effectivement Dominique il meurt dans des conditions bêtes, enfin voilà, il est plein de vie, je suis sûre et certaine qu'il va faire des milliards de choses belles de sa vie parce qu'il est bien engagé pour ça. Il a plein de copains, il fait la joie de la maison, enfin voilà. Et il a plein de défauts aussi, il ne faut pas non plus... voilà, mais c'est... Effectivement, cette question-là du pourquoi je ne l'ai pas posée, parce que je me suis dit j'aurais pas de réponse. J'aurais pas de réponse ici, j'en aurais peut-être une quand je serai face à Dieu, mais aujourd'hui j'aurais pas de réponse. Et donc, quelle énergie je vais déployer pour poser une question qui n'a pas de réponse. Par contre, il y a une question que j'ai beaucoup posée à Dieu, c'est comment. J'ai eu des prières très, très violentes où je lui disais mais enfin t'es sympa, tu me piques mon frère, tu m'as piqué mon grand-père un an avant, mon neveu c'est pareil, enfin ça fait un peu beaucoup, on fait quoi avec tout ça et moi comment je vais faire en fait? Comment je fais? Tu m'enlèves deux personnes qui étaient très importantes pour moi d'un seul coup, là ça fait trop en fait. Et ça j'ai été très très en colère contre Dieu. Les premiers mois c'était terrible et en fait je parlais du passage de la Porte Sainte, mais donc Dominique est mort juste après Noël et donc il y a eu derrière comme toute année liturgique le carême, etc. Et quand on est arrivé à la Semaine Sainte, moi j'étais dans un état de colère énorme. Je criais, quoi, je beuglais, c'était intérieurement. Et c'est très fatigant quand vous êtes constamment en train de hurler intérieurement. C'est épuisant. Et c'était forcément, je le faisais encore plus quand j'étais dans les églises. Donc je continuais à croire et à prier. Mais c'était plutôt, j'engueulais Dieu, mais vertement, enfin voilà. Et cette Semaine Sainte était terrible parce qu'elle a commencé par un mercredi où je me suis dit je vais aller me confesser parce que voilà. Et en fait, il y avait toute une organisation, il fallait faire la queue, enfin, dans certaines assemblées, célébration de la réconciliation, enfin bref, j'arrive pas à me confesser, j'arrive pas à aller jusqu'au prêtre en fait. Puis on ferme les portes et je ne suis pas confessée. Donc j'ai déjà passé 2 heures à hurler en attendant d'être confessée. Donc c'était déjà très long.
Et je vais pas réussir à aller ni au jeudi saint ni au vendredi saint en fait. C'est trop difficile, j'arrive pas, je peux plus passer les portes de l'église. Et en fait, ma sœur va me traîner à la messe de Pâques. Elle me traîne à la messe de Pâques. La messe de Pâques, c'est la messe où il y a des baptêmes d'enfants. Et là c'est le pompon parce qu'on me présente les nouveaux baptisés. On dit c'est ton nouveau frère ou ta nouvelle sœur. Donc là, je dis à Dieu dans ma prière, je suis désolée, mais en fait, j'en veux pas. Rends-moi le mien. J'en avais un, il était très bien. Je ne veux pas de nouveau. Donc je suis hyper en colère, vraiment. Et cette colère, elle continue. Voilà, je pars de Pâques. La joie du ressuscité, c'est pas trop le sujet de cette année-là. En plus, c'est la première fois où on se retrouve tous en famille et on a cette conscience qui, enfin, voilà, on est devant le fait accompli. En fait, il n'est pas là. Il n'est pas là du tout. Donc il y a vraiment le déni là, il saute un peu. Et quelques semaines plus tard, je suis tellement en colère que je me dis bon, il faut que je fasse quelque chose. Et il y a la tunique d'Argenteuil qui est exposée, une relique du Christ en croix. Je suis pas très touchée par les reliques de manière générale. Je fais pas partie des gens qui sont portés par ça, mais bon, je me dis bon, je vais faire un truc. Et quand on est en colère, en général, soit on crie, soit on a une énergie débordante pour aller faire des choses. Donc je suis un peu, voilà, je suis en rage. Et du coup, je vais à Argenteuil. J'habite Paris Sud, je vais à Argenteuil. C'est l'horreur. Le métro marche pas, le bus marche pas. Enfin, je vais mettre des heures à y arriver. Mais j'ai décidé que j'y allais. Donc j'y vais à fond. Et voilà, je suis opiniâtre, enfin, droit au but. Et là, je me retrouve devant c'est la basilique. Et là, la pluie se met à tomber d'un seul coup. Donc je me fais tremper jusqu'aux os. On est en avril à peu près, en mai, début mai, je sais plus. Et du coup, je rentre dans cette cathédrale et je m'effondre, je pleure. Je pleure comme jamais. Ça fait 3 mois que j'ai pas pleuré, parce que j'ai arrêté de pleurer au moment de l'enterrement, puis j'ai plus jamais pleuré en fait, c'était trop difficile, trop coincé. Donc le don des larmes, hein, je l'ai beaucoup demandé à ce moment-là, mais il n'est arrivé que là. Et du coup je pleure, et puis je sens qu'il y a une présence hyper forte à côté de moi. C'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé, mais en fait j'ai vraiment ressenti qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Et là j'ai compris, je me suis dit bon, en fait Dieu est bien là, et puis il n'est pas là pour faire changer toute la donne, mais par contre il est là pour m'accompagner, quoi. Il me soutient, même si j'ai l'impression qu'il fait rien. En fait, il est juste assis à côté de moi et il est à côté de moi, il avance, quoi. Voilà, bon, je suis dans un état très second, enfin je suis pas très bien, mais je me dis bon, je vais aller me confesser, hein. Je suis quand même partie avec l'idée que j'allais passer cette porte sainte pour Dominique. Donc je me demande un peu comment je vais me confesser, parce que bon, quand on est en colère contre quelqu'un, lui dire pardon, c'est quand même pas très... Voilà. Mais je me dis, je me suis engagée, donc j'y vais. Et là, donc je fais la queue, et puis il y avait, je sais pas, une dizaine de prêtres, et bon, bah, je vais vers celui qui est disponible. Et en fait, je me retrouve face à un jeune prêtre qui m'écoute pendant 10 minutes cracher ma souffrance, hein. Je pense que je pèse pas du tout mes mots à ce moment-là. Il ne dit rien, mais rien. Et puis en fait, quand je me tais, il me regarde et il me dit, vous savez, mademoiselle, on a beaucoup prié pour vous. Alors là, j'ai un espèce de truc là d'un seul coup qui me tombe dessus, mais la paix. Et en fait, bon, dans la conversation, je vais apprendre qu'il est aumônier scout, qu'il était en camp, et que comme Dominique était routier aussi, au moment de son décès, ça avait beaucoup circulé dans les camps qui étaient en cours, et que du coup, ils avaient prié pour nous. Voilà. Et je vais repartir avec
avec cette conviction qu'en fait, ça va être dur, mais que Dieu sera là, quoi. Et que, voilà, je suis toujours en relation, et il est toujours à côté de moi. Après, voilà, il y a eu d'autres moments où c'était difficile, il y a eu d'autres moments où j'ai dit adieu, c'est trop lourd en fait. Ok, très bien, j'accepte que Dominique soit plus là, mais c'est trop lourd. C'est trop lourd de voir telle et telle personne souffrir, c'est trop lourd. Et en fait, je pense que d'une certaine manière, ça a un peu purifié ma foi, qui est bien imparfaite, mais en tout cas, ça m'a appris à comprendre certaines choses de ce que veut dire l'amour de Dieu, de ce que veut dire être avec quelqu'un aussi, parce que ça m'éclaire dans ma vie professionnelle, c'est pas juste dans cette histoire de deuil, c'est au global. Ça m'a aussi permis de me dire que, et je l'ai entendu dans la bouche de certains, qu'en fait quand on est en colère contre Dieu, on est toujours connecté à Dieu. C'est vrai. Voilà, donc quand ça va pas, je le dis. Je le dis plus posément qu'à l'époque, mais je le dis. Et puis voilà, et j'ai aussi appris à dire merci. Ça, c'est le cheminement un peu plus long de l'épreuve, c'est qu'en fait, on apprend aussi plein de choses sur ce qu'on est, quel talent on a aussi en soi, et qu'on utilise quand on est dans des situations compliquées. Donc oui, Dieu était là, oui, ça c'est sûr. Effectivement, il a sûrement beaucoup souffert à cause de moi à ce moment-là. Et en même temps, je pense que l'oreille de Dieu, elle est capable d'entendre ce que notre misère humaine vit, plus que nos compatriotes. Donc quand on n'est pas entendu par les autres, on sait au moins Dieu comprend, même s'il ne donne pas forcément à notre échelle des signes d'agir, d'action. En tout cas, on ne les voit pas. Mais en tout cas, il entend et il comprend. Le mot de la fin, un conseil pour ceux qui pleurent. Alors, les messages que je donnerais à quelqu'un qui est dans la même situation, la première chose, c'est écouter vos intuitions, votre cœur. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le, ou allez voir une personne pour vous aider. La deuxième, c'est qui est dur à entendre, mais qui est une réalité, c'est que vous allez traverser quelque chose en solitaire. Une traversée en solitaire, c'est ça le deuil. Même s'il y a plein de gens autour de vous, il y aura des choses que vous allez vivre tout seul. Et moi, je sais qu'on me l'a dit et que je ne l'ai pas accepté au début et que je l'ai vécu après. Mais j'étais contente de savoir que c'était normal. Vous allez voir vos parents qui vont sûrement être en difficulté, au moins un moment, parce qu'ils vivent quelque chose de très dur. Et c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire, mais je pense que quand on est à la place de frères et sœurs, il faut aussi prendre soin de soi pour ses parents. Quand quelqu'un est en deuil en face de vous, ne lui demandez pas comment vont ses proches avant de lui demander comment il va lui. Et ça semble sous le sens, mais en fait on le fait instinctivement. Donc n'oubliez pas les frères et sœurs quand ce sont des familles en deuil. Voilà, et puis il y a toujours l'espérance. Hein. Regardez, j'aime beaucoup regarder les nuages et le soleil qui passe à travers les nuages, parce que ça nous rappelle que même quand il y a beaucoup de nuages, il y a toujours le soleil derrière, et qu'il va forcément réapparaître à un moment ou à un autre.